L'Ukraine veut opter pour une reconstruction plus verte, c'est ce qu'a déclaré la ministre ukrainienne de l'Environnement lors de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Les principaux partis du Parlement européen ont conclu un accord pour approuver les membres de la nouvelle commission. Certains députés décrivent un simulacre d'évaluation. Le 1000e jour de la guerre en Ukraine a aussi trouvé une résonance à Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient en ce moment la COP29. La ministre ukrainienne de l'Environnement a évoqué, chiffres à l'appui, le conflit dévastateur qui s'accompagne aussi de l'écocide le plus important perpétré en Europe. L'Ukraine, qui vise la neutralité carbone d'ici à 2050, entend donc reconstruire plus vert et investir dans la transition écologique. We discussed a lot internally between different ministries, societies, NGOs, etc., how we will rebuild Ukrainian economy. And we already started a lot of projects, and we understand that we have just one way. It's to rebuild on green and sustainable, climate-neutral way. Les chiffres sont sans appel. L'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus miné au monde. Près de 3 millions d'hectares de forêts ont été dévastés et les émissions de dioxyde de carbone sont en hausse en raison des incendies. If we want to talk about the climate neutrality, about the joint efforts, how to achieve the climate goals, we need to solve the situation in Ukraine. We need to stop the damages of nature. We need to stop additional emissions of CO2 because of forest fires, because of explosions, everyday explosions. And it's not just for Ukraine. It's for all civilized countries, it's for all international community. L'Ukraine évalue à près de 71 milliards d'euros le coût des dommages environnementaux, mais ce budget pourrait être encore bien plus élevé. It will take a lot of time. Sometimes we understand that we will not restore for the previous stage. Unfortunately, some ecosystems we lost forever, and it will not possible to restore. Ukraine's Minister for Environment and Natural Resources already met EU officials here in Baku on Wednesday. She'll meet the EU Commissioner for Climate Action. Giorgio Orlandi for Euronews at COP29 in Baku. L'ambassade des États-Unis à Kiev a fermé ses portes mercredi face à une menace potentielle d'attaque aérienne. Dans une déclaration publiée en ligne, les citoyens américains présents dans la capitale ukrainienne ont également été invités à se mettre à l'abri. L'Espagne et l'Italie ont suivi l'exemple des États-Unis en fermant leur ambassade à Kiev, tandis que la France appelle ses ressortissants à une vigilance accrue. Cet avertissement intervient alors que l'Ukraine a utilisé mardi pour la première fois des missiles à longue portée fournis par les États-Unis pour frapper le territoire russe. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a abaissé le seuil d'utilisation des armes nucléaires par Moscou. Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden a considérablement renforcé l'aide américaine à l'Ukraine. Selon des informations parues mercredi, la Maison-Blanche aurait autorisé la fourniture de mines antipersonnelles à l'Ukraine. L'utilisation de ces mines est condamnée par une grande partie de la communauté internationale, en raison des dégâts collatéraux potentiels causés aux civils par ces dispositifs. L'Ukraine s'est engagée à recourir uniquement à des mines à durée limitée et à ne pas les utiliser dans des zones densément peuplées. Le blocage organisé par des agriculteurs sur une autoroute entre la France et l'Espagne a été levé mercredi à la mi-journée. Pour protester contre l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, une centaine de membres de la coordination rurale ont interrompu la circulation sur l'autoroute A9, près de la frontière franco-espagnole, pendant presque 24 heures. Un blocus condamné par la ministre française de l'Agriculture qui estime que les manifestants risquent de perdre le soutien populaire à l'égard de la profession. Protester contre le Mercosur, exprimer ses inquiétudes, revendiquer un certain nombre d'avancées dans différents domaines, c'est légitime. S'en prendre aux biens, s'en prendre aux personnes, bloquer durablement le pays, ça n'est pas acceptable. Les agriculteurs européens craignent une concurrence déloyale de la part des pays du Mercosur, où les producteurs ne sont pas soumis à des réglementations aussi strictes qu'en Europe, en termes de protection de l'environnement, de traçabilité ou encore de rémunération salariale.
De la fumée blanche à Bruxelles, les principaux partis centristes du Parlement européen, le Parti populaire européen, les sociodémocrates et les libéraux, ont conclu un accord pour approuver les membres de la nouvelle Commission européenne. La nouvelle Commission, dirigée par Ursula von der Leyen, pourra ainsi entrer en fonction le 1er décembre. Le compromis tripartite a ouvert la voie à 6 futurs vice-présidents de la Commission, dont l'Espagnole Teresa Ribera, critiquée par les conservateurs de son pays pour sa gestion des inondations à Valence. Cependant, le PPE continue de demander sa démission au cas où il serait inculpé. What we as Parliament have to guarantee is that the new Commission is a Commission who can really deliver, who can really act. If you have the possible shadow above you or the possible burden on your shoulder that you are involved in court cases, for example, at home, it is not so easy to do then the task on European level. Parmi ces 6 vice-présidents, le controversé hongrois Oliver Várhelyi a également reçu le feu vert. Au Parlement européen, nombreux sont ceux qui ne se réjouissent pas de l'accord passé en coulisses sur les candidats à la Commission. So unfortunately, the assessment of the most important ones, the 6 executive vice presidents, have become a mockery of a proper assessment. And that is not good for the European Parliament. So in that sense, we are very disappointed about that process, absolutely. Les 3 partis ont également signé un accord de coopération pour cette législature dans des domaines politiques clés, bien qu'il ne soit pas contraignant. Le collège des commissaires sera voté mercredi prochain au Parlement européen à Strasbourg. Ford annonce de nouvelles coupes dans ses effectifs. Au cours des 3 ans à venir, le constructeur automobile prévoit 4000 suppressions de postes en Europe, dont près des 3/4 en Allemagne. Le Royaume-Uni et plusieurs autres pays sont également concernés. Une décision justifiée par de lourdes pertes selon l'entreprise américaine, qui évoque aussi un contexte économique incertain, une compétitivité féroce et des ventes en chute libre, en particulier pour les voitures électriques. Ce créneau subit de plein fouet la concurrence chinoise et l'inflation galopante en Allemagne qui enraye la consommation des ménages, tout comme la suppression des mesures incitatives lancées par le gouvernement qui avait dopé les achats outre-Rhin. Une exposition itinérante consacrée à l'histoire des fake news. Bienvenue à Fake for Real, qui se tient actuellement à Budapest. Ici, les visiteurs sont invités à réfléchir sur la manière dont les fausses nouvelles sont racontées ou les faux créés et dans quel but. Une visite à travers le temps qui montre que ces pratiques ne datent pas d'hier. We start the exhibition with a practice of antiquity, which was called the condemnation of memory. It was a practice by which they tried to erase people from history. And the exhibition ends in this location in Budapest with an additional case study added by our host, the Open Society Archives, which looks at the case of Imre Nagy and how his name was purged from history until 1989. La nature interactive de l'exposition permet aux visiteurs de devenir eux-mêmes des vérificateurs de faits grâce à des écrans qui leur permettent de décider quelles informations doivent être publiées ou censurées. La collection explore également des cas historiques où la falsification a été utilisée dans un but positif. Pendant l'Holocauste, par exemple, des milliers de vies ont été sauvées grâce à de fausses cartes d'identité et de faux passeports. L'exposition Fake for Real se tient jusqu'au 16 février. Vainqueur ex-aequo du Grand Prix du jury du Lefest, le festival du film de Lisbonne, le maître du film à frisson David Cronenberg a été récompensé pour son dernier long métrage Les Linceuls. Ce thriller met en scène Vincent Cassel dans le rôle d'un homme d'affaires inconsolable depuis le décès de son épouse. Une histoire inspirée du propre vécu du réalisateur qui mêle mutation technologique et distorsion des corps, ses thèmes de prédilection. I eventually realized that I was interested still in making movies, and I thought the next obvious subject for me would be my loss, the loss of my wife. But I didn't really want to just do a kind of sentimental
grief movie. There are a lot of them. What do you mean? I wanted to do my version, let's say, of a grief movie, which meant that it was going to be funny as well as sad. You are about to go. Du film La Mouche, qui le révéla au grand public en 1986 à History of Violence en passant par Dead Zone, David Cronenberg a construit une filmographie aussi riche que singulière, suscitant angoisse, malaise et fascination auprès des spectateurs, ce qui lui a valu le titre de maître du body horror. Honestly, I don't know what body horror is, frankly. I'm apparently the godfather of body horror, but I have no idea what it is. It's not a term that I have ever used. No, I mean, I think this is a very realistic film. It's not really body horror. I mean, it's just realism. To me, this is a very realistic movie. No, I mean, obviously Crimes of the Future was not, but this is very realistic. Metallic ninja things. Si Les Linceuls sortira en France en début d'année prochaine, il faudra attendre le mois d'avril 2025 pour le voir dans les cinémas des autres pays européens. Un autre film a retenu l'attention des spectateurs au Lefest cette année, La graine de la figue sacrée, long métrage hautement politique de l'Iranien Mohammad Rasoulov, a été récompensé du Grand Prix du festival.